Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, vous l'avez vu hier avec Simon notamment, ou avec d'autres personnes, Xavier ou Robin, sur le fonctionnement. Vous avez remarqué le transformateur électrique qui sert d'alimentation en courant jusqu'à temps qu'il puisse fonctionner. Et puis ensuite, ce sont deux moteurs à l'usine, deux moteurs Renault 6 cylindres qui fonctionnent un sur deux. Voilà, vous avez vu tout ça à Lodrefan. Donc il faut s'imaginer en fait que ce que vous avez vu à Lodrefan, vous retrouvez à peu près la même chose ici à Tétin. Donc vous êtes ici en face de la chambre de tir du bloc 3 de Tétin. Donc ce bloc 3 est commandé par le sergent-chef Adrien Manvi, qui est un militaire de carrière à l'époque. Donc son portrait est ici. Il n'est pas d'ici, il est de Lyon, mais c'est lui qui a eu des enfants qui sont nés à Tétin, qui est resté quasiment 5 ans ici. Adrien Manvi, donc l'autre portrait qui est ici, et le commandant du bloc 3, celui qui est en charge du bloc 3. Donc vous avez ici la chambre de tir, le créneau pour deux jumelages Raibel, qui n'est pas escamotable, et puis le deuxième créneau ici, donc jumelage Raibel et escamotable avec ce canon anti-char qui suspend sur rail et qui peut se mettre dans le créneau. Alors, quand vous êtes en face de cette chambre de tir, vous vous rendez compte tout de suite de la violence des combats. Vous avez vu hier des photographies du reste de l'ouvrage de Lodrefan, les 4 autres ouvrages. Vous voyez que les champs de tir ont été labourés par les obus constamment du 18 juin jusqu'au 24 juin au soir. Ici à Tétin, c'est la même chose. Il suffisait pour les Allemands de trouver un angle mort, et l'ont trouvé visiblement. Donc un angle mort pour ensuite faire un tir tendu, comme un exercice sur ces blocs. Et donc vous voyez que à la fois la visière en béton a souffert, elle devait faire une diagonale par ici, à partir de ce mur-là pour rejoindre le bout du mur ici. Vous voyez que les créneaux ont souffert également, on ne voit plus la denture du créneau. Et puis on a essayé également de frapper ce qui pouvait servir au bloc, donc notamment la ventilation. On ira sur le dessus également, vous avez les cloches, et notamment une cloche, la cloche sud, qui a particulièrement souffert des bombardements. Donc c'est simple, à partir du 15 juin, les premiers éléments allemands sont visibles dans les environs. Il y a un mortier de 150 qui s'installe dans le village et qui frappe à partir du 17 les dessus de l'ouvrage. C'est un mortier en cloche, donc l'effet n'est pas forcément, il n'y a pas de danger pour cet ouvrage. C'est seulement à partir du 18 juin que le bombardement commence à être les pièces d'artillerie s'installent dans les contrebas, dans les vergers de Tétin, et pilonnent ce bloc 3 et martèlent ce bloc 3. Il est martelé qu'il devient quasiment intenable. Donc le 23 juin, des projectiles commencent à rentrer à l'intérieur. Il y a deux mouvements de ventilation qui sont faits durant les combats. Quand un bloc ventile, c'est que la situation devient particulièrement critique, puisque à la fois des gaz, pas des gaz de combat, mais des émanations de poudre rentrent à l'intérieur du bloc, également de la poussière rentre à l'intérieur du bloc. Donc vous avez deux mouvements de ventilation qui sont faits, et puis vous regardez les créneaux, et notamment le créneau de 47, qui est juste à gauche, et notamment si vous vous mettez un peu plus vers ici, vous voyez que des obus sont rentrés. Donc il y a un épisode assez célèbre pour le PO de Tétin, et notamment ce bloc 3. Donc le 23 juin, un obus rentre dans la chambre de tir, un des premiers obus qui commence à rentrer dans la chambre de tir. Cet obus, et peut-être que Simon vous l'a expliqué dans la chambre de tir du bloc 3 de Lodrefan, commence à taper différents murs et atterrit incandescent, tournoie rougeoyant au milieu de la pièce. Donc, le créneau est ouvert et ensuite le but est balancé par le soldat de bruit et se bloque dans les ferrailles. C'est à partir du moment que la chambre de tir devient intenable. Premièrement, il y a eu un bombardement sur l'autre créneau. Le soldat Charles Manzer était au jumelage Raibel. Ça tape dans le créneau, il est projeté à 2 mètres dans la sonde de tir et il est fortement commotionné.
Et puis petit à petit, hein, c'est le canon de 47 qui est bloqué dans ce créneau et qui devient inutilisable. Donc la solution est d'obstruer hein, petit à petit les trous qui se font avec ce qu'on trouve, donc notamment le charbon de la cuisinière. Et cette chambre de tir est abandonnée et laissée au combat, ce qui facilite encore plus le travail des Allemands. Suite à l'épisode du 23, hein, on sent que les Allemands sont en capacité de percer les blocs. Le 22 au soir, c'est l'évacuation de la chambre de tir. Donc 300 coups de 47 sont évacués de cette chambre de tir. Forte raison, hein, c'est une mesure sage quand on sait que les obus commencent à rentrer le lendemain. Et puis également, j'ai perdu mon idée. Et puis oui, à partir du 24, du 23 au soir et du 24 dans la nuit, le commandant second de l'ouvrage, Marcel Gaillot, commence à organiser la défense des dessous de l'ouvrage, donc notamment de la sortie de secours, car on a la crainte que les Allemands la trouvent et puissent s'engouffrer dans cette sortie et commencer à venir dans les galeries. Donc vous avez un sas hein, de cette sortie de secours, vous avez une porte blindée avec le nécessaire pour défendre, hein, c'est à peu près la même porte qu'une porte d'entrée. Et puis c'est une galerie qui est maçonnée en briques. Et quand vous allez dans cette galerie de secours et que vous regardez là où les hommes se sont postés le 24 et le 25 juin jusqu'à minuit 35, vous avez sur les briques tel nom 25 juin 1940, tel nom le 25 juin 1940. Voilà. Donc les hommes ont laissé des graffitis et sur l'une des briques, hein, c'est marqué on a tenu, on tient bon. Voilà. Donc on a laissé des empreintes, des traces de la présence. Et donc voilà, vous avez également le nécessaire pour éclairer le projecteur. Hein. Donc à l'Audrefend, il a été sectionné. À Tétin, il est en place. Donc qui pouvait se commander. Hein, c'est quoi c'est ce truc-là ouais. Donc à l'intérieur, vous aviez un projecteur de puissance. Ah oui, c'est un projecteur. Il y a un carter pour protéger en fait. Ouais, d'accord. Et donc du coup, on ira sur la lisière du bois, on n'est pas loin, on est à une dizaine de mètres, quinzaine de mètres. On franchira le réseau antipersonnel et vous verrez que la vue elle est vraiment imprenable sur Tétin, sur les différents villages des alentours et également sur la Sarre qui se trouve à proximité. En tout cas, la trouée de la Sarre. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, à me les poser. On va aller sur les dessus. La plaque, là, le métal, là, juste derrière, non ça protège la ventilation. Ah d'accord, ouais. C'était la ventilation. Ça c'était quoi? C'est la ventilation, ça c'est juste en protection, d'accord. Et là, mais c'est une plaque d'origine parce que Ah oui, en fait ça ventilé par les côtés alors en fait. Ça ventilé par les côtés, il y a un espace de ça à peu près. Donc à l'Audrefend, elles ont été totalement arrachées. Les Allemands prenaient pour cible une partie du béton et également la ventilation. Donc les plaques ont été totalement arrachées et lors de la ventilation à l'Audrefend, les hommes étouffaient tellement la poussière rentrait dans le bloc, la poussière du béton. Donc c'était pas forcément salvateur et après petit à petit le génie a réussi à trouver une solution et notamment à bidouiller la ventilation pour que ça puisse envoyer de l'air pur. Donc les filtres ont été mis en place. Donc oui, c'est la ventilation. Et puis il y a aussi un petit créneau de défense. Donc il y a un créneau de défense pour la porte d'entrée, vous l'avez peut-être vu, et un créneau de défense. Donc c'est exactement le même principe de la rotule, du fusil mitrailleur en rotule. Et ici vous avez de Rifle en tir continu qui permet d'assurer un tir continu. Et la sortie de secours, elle est où alors? La sortie de secours, elle se trouve dans cette direction. Ah oui, mais elle est loin alors. Elle est plutôt loin, oui. Il faut la trouver déjà et puis mais vous l'avez trouvée elle est perdue dans la végétation. Ah oui d'accord, donc elle n'est pas vue aujourd'hui, on ne peut pas la voir. Bah, il faut des vêtements oui, adaptés. Allez, on va aller sur le dessus. On va passer par là, c'est plus simple, c'est plus pratique. Oh. Peut-être pas trouver tout le coup en vert, c'est dans la boîte.
Regarde, il va en mettre. Ça c'est l'entrée. L'entrée de l'ouvrage de Tétin. Quoi? Oui. Bah oui, parce que comme ça. C'est bien fait. Ah, là, je suis confrontée à un problème. Qui est-ce qui peut me tirer? Moi si vous voulez. Oh. Allez-y. Parce que là, je peux pas trop prendre appui. Voilà. Allez, c'est bon. Je ne vais pas grimper la petite. Faites attention parce que là, c'est glissant un peu le coup. Hein. Voilà. Pour la descente, on vous file un Oh, oui, il faudra m'aider parce que là. Mais bon. Merci en tout cas, monsieur. Voilà, pareil. J'ai un obstacle. Quelqu'un vienne avec moi. Attendez. On soit deux. Allez. Ah oui, oui. Allez. On sait jamais s'il y en a un qui dérape. Ouais. Parce que c'est vrai que ça. Il faut pas que je prenne trop. Sur les pieds. Voilà. Ah, génial. Ça va? Ça va. Encore un peu? Oui, on va même jusqu'à là. Voilà, c'est bon. Ah, super. Merci beaucoup. Ah, le prénom. C'est pas super facile. Alors, on est donc sur l'étage vous voyez l'armement qui sert de défense, donc cette flèche est orientée vers le bloc 2 qu'on va voir juste après, hein, qui se trouve à une cinquantaine de mètres. Et puis cette flèche ici, il faut imaginer qu'ici on avait une grue improbable sur le village, tout simplement. Donc, toute cette forêt qui existe maintenant n'était pas là à l'époque. Quelques arbres subsistaient, mais quelques arbres étaient plantés, mais simplement cette flèche était pointée sur cette vallée. C'est dans. Pardon? Il n'y a pas de tourelle. Alors il y a une tourelle entre les deux blocs, entre les trois, enfin au milieu. Il faut donc voir ici cette cloche qui m'intéresse plus particulièrement puisqu'elle a été prise à partie par les Allemands durant les combats. À savoir que les Allemands utilisaient tous les calibres, donc du mortier de 150, mais il y avait également du 37 mm, vous aviez du 77 et du 105. Et l'un des rapports dans le bloc 2 pour le bloc 1 parle même du 210, donc des gros calibres pour essayer de prendre ce bloc, cet ouvrage. Mais vous les avez vus, hein, les deux mortiers de l'Audrefend servaient à couvrir ces abords du bloc. On verra hein, quand on va se balader dans la forêt, vous avez des cratères d'obus à droite à gauche. Ce sont les mortiers qui ont tiré sur les dessus de Tétin pour justement empêcher les différentes incursions de l'infanterie allemande, puisque l'infanterie allemande est venue jusque ici sur les dessus de l'ouvrage. On a un épisode hein, dans la nuit du 23, vous avez le guetteur, le soldat qui est guetteur dans cette cloche, hein,
qui est surpris par un Allemand qui venait pour le parlementer, hein, demander de se rendre. Donc il est gentiment remercié et puis ensuite une rafale tire. D'accord ? Donc du coup, on sait que l'infanterie allemande est venue sur les dessus, est venue sur les différents blocs, mais tout a été fait par à la fois la tourelle et le mortier de l'Audrefort pour défendre les abords. Donc peut-être qu'on vous l'a dit, hein, 2500 coups étaient stockés à l'Audrefort au bloc 3. Hein. Ces 2500 coups, le 25 juin, il n'y en a plus un seul, zéro. Donc, tous ces coups ont été tirés sur Tétain. Alors, je reviens à l'épisode, hein, c'est donc le 21 juin, le soldat Jean Catio se trouve dans cette cloche de guet et c'est à ce moment-là qu'un obus percute le créneau de tir et notamment le créneau où est fixé l'épiscope, hein, et c'est suite à cet impact qu'il reçoit une limaille de fer, hein, une pluie de fer dans les yeux. Donc je vous ai montré hier pour ceux qui étaient présents, donc je vous remontre ici la photo de Catio, le portrait. Donc il y a un jeune soldat, hein, tout jeune soldat à l'époque, qui est ici. Voilà. Donc c'est le soldat que votre père a soigné. Ouais. Ouais. Donc il a emmené directement à l'infirmerie, hein, ensuite dans les dessous de l'ouvrage pour être soigné. Donc je vous invite à aller voir l'état de cette cloche. Là on voit pas grand chose, il y a quelques impacts sur le côté. Mais c'est assez pentu, hein, donc on va pas y aller tous ensemble, on peut pas. Et puis c'est pas assez bien dégagé. Mais vous voyez, hein, que ce soit en haut ou en bas du créneau, ça a été fortement modifié, fortement percé. Donc voilà, je me mets, hein, je vous montre pour ceux qui le souhaitent. Vous voyez les impacts des ricochet et puis surtout en haut, ça a bien percé. Ah oui. Voilà, celui-ci au milieu. C'est un des impacts du bas ou du haut qui a sans doute... Ça serait visiblement l'impact du bas. Mais j'en suis pas encore certain. Ouais. C'est le bloc épiscope en plus. Donc, là on a 30 cm de protection, hein, mais sur l'épiscope ou quand on fixe le fusil mitrailleur, on tombe à 10-8 cm de protection. Donc c'est vraiment les yeux du bloc, mais c'est aussi l'espace le plus sensible de la cloche, puisque dès qu'il y a un coup qui est au but, il est fatal. Donc ici à Tétain, il n'y a pas eu de mort, mais on l'avait dit à l'Audrefort hier, hein, Pierre Gawar, il est décapité suite à un coup au but. Voilà. Gros trous, c'est les plus gros trous de l'autre côté. Moi je redescends en face de la chambre de tir. Je prends les soldats en même temps.
Bah, ça paraît logique, de voir qui arrive. Bah, oui. C'est sûr qu'on n'a pas du tout la vue qu'elle pas du tout le même sentiment. Oui, c'est impossible. Il a dit ça avec les débarrassement. Non, les débarrassement, c'est surtout là où ils sont passés. Mais j'ai dit ici. Pourquoi tu dis surtout là où il y avait les parties. Mais l'infirmerie, c'est là. Oui, mais la cuisine, par exemple, c'est les débarrassement. Ah oui. Donc c'est là que les livres, C'est impossible, ça fait beaucoup de temps. oui, on a fait beaucoup de temps. On voit un peu, mais puis des fois, ça veut être le tranquille, mais pour écrire. Mais sinon, les appartements, c'est souvent. Mais en vue, de le relire. Ah bah, tu attends la version finale. Ouais. Il y a quand même beaucoup de modifications. Oui. Oui, il faut bien rajouter 50 pages. Mais il y a la captivité aussi qui va être produite. Non, la captivité, tu ne l'as pas envoyé. Tu l'as envoyé à Loïc parce que comme ça tu me racontais. Loïc a tout lu. Moi j'ai tout lu. Loïc il m'a trouvé une trentaine d'erreurs. Zéro. Si, il y a au moins un truc que j'ai dû dire, je crois. Oui, il y a peut-être un truc. Mais non, mais l'intérêt c'est du bonheur. Avant, tu as toujours besoin de séances provisoires. Déjà, rentrer en vigueur définitive, c'est des trucs qui sera bien. Ouais, c'est du secret. Il faut que je dise secret. Ça c'est quoi alors? Je sais pas, là on dirait une prise d'air. Ça c'est une prise d'air? Ouais, il y en a deux, il y en a une ici et une ici. Et ça c'est une tourelle? Et ça c'est une tourelle. Et derrière une cloche. Donc ici, Et il y a pas en ça façade communiquait, Pardon ça communiquait avec l'autre Ouais, côté. exactement. Donc les hommes d'ici rentraient par le bloc 3. Oui. Et ensuite vous avez un escalier d'une vingtaine, une trentaine de mètres. Et vous avez deux étages, donc l'étage de la tourelle et puis un étage pour les filtres et une petite chambrée pour les hommes qui étaient en quart ici. Donc, pour se reposer, pour se restaurer et puis pour être à proximité de la tourelle. Alors sur le dessus on n'a pas souffert, on sait qu'il y a eu des cours but, donc une fois qu'elle sera levée, et elle sera levée j'espère bientôt, ça reste une chose qu'on se dit à chaque fois. Ici on a débroussé, le dernier chantier qu'on a fait ici, on a fait deux samedis ici. Et on était ambitieux comme d'habitude et on s'est dit à la fin du deuxième samedi, on descend dans l'ouvrage et on la monte. Et on n'a pas pu, et puis après ça s'est diffusé. Ouais, c'est ça. Il y a des pièces manquantes hein, qui ne permettent pas de la monter. Mais avec des trucs, on pourrait la monter. Alors donc du coup on est sur le bloc 2. Hein. Vous voyez, n'émerge du bloc 2 que cette tourelle. Donc il faut s'imaginer en fait que la pièce sous nos pieds, c'est la même pièce qu'on a à Laudrefang. C'est exactement le même tourelle. C'est la plus petite qui existe sur la ligne Maginot. Donc deux Reible de chaque côté, enfin une Reible de chaque côté. Et puis au milieu un canon de 25 cm. 25 mm, pardon, ça fait beaucoup sinon. 25 mm, pardon. Anti-char qui permet d'assurer et de percer tous les blindages qui existent à l'époque. Donc cette tourelle tourne à 360 degrés hein, et puis s'éclipse et se met en batterie, de même assez rapidement.
Donc vous avez vu à Lodrefant le système de fonctionnement, la salle qui est avec. Hein. Donc ici on a le poste de tir et puis ensuite l'acheminement des munitions et tout en bas, hein, toute la manipulation de la tourelle. On a également donc, juste derrière, qui émerge de la végétation et des dessus, une cloche, donc une cloche GFM, hein, qui permet de viser, en tout cas de observer ce qui se passe du côté du bloc 1. Et puis émerge également de la végétation et du sol deux cloches, on appelle ça les cloches champignons, enfin des champignons, hein, des prises d'air, puisque vous n'avez pas de façade vous n'avez pas de façade pour prendre l'air de l'extérieur, donc il faut le prendre du dessus. Et puis si on observe un petit peu de ce côté, donc vous avez un monticule juste là. Sous ce monticule, il y a une dalle en béton. Donc il était prévu et tout a été construit, en tout cas tout est fait, sauf l'armement, pour accueillir du lance-grenade. Donc permettait de tirer en mortier et de défendre soi-même les abords de l'ouvrage. Donc comme on le dit, hein, il faut s'imaginer en fait un terrain qui est totalement nu. Donc vous avez ici la tourelle qui émerge. Donc ce petit bout là, ce petit dôme, c'est la tourelle. Et vous voyez, il y a peu, voire pas du tout de végétation, il y a peu d'arbres. Hein. Donc vous aviez une vue imprenable sur ce qui se passait aux alentours. Donc la tourelle juste ici. La photo, elle date de quand? La photo, elle date juste après les combats. Voilà. Et si vous avez observé, hein, et vous voyez, hein, il y a des différents cratères qui composent ce sol. Donc ce sont les mortiers. Hein. On vous l'a dit, le mortier c'est l'étal à 10 mètres et puis sur un champ d'action ça peut projeter de l'animail sur 100 mètres. Donc c'est des vues qui permettent de creuser des cratères de ce genre. Donc, vous voyez le résultat de l'action de Lodrefant. Donc cette tourelle, elle a tiré une première fois et on va dire que c'est la première fois que quelqu'un, le PO de Tétain a tiré assez rapidement. Puisque dès le 16 on voit des éléments d'approche. Donc dans la nuit du 15 au 16 à 3h du matin, vous avez le caporal Paul Lallemand qui prépare le périscope. Donc le périscope, hein, pour la cloche qui est juste ici, qui permet de voir à 360. Donc l'objectif qui se tourne en haut de la cloche. Et à 3h du matin, il repère qu'il y a du mouvement en fait à proximité des ouvrages. Il s'avère que les Allemands essaient en tout cas cherchent les entrées des blocs. Donc ils cherchent à savoir où entrent les armes et les munitions. Et ils cherchent à savoir où ils peuvent se placer pour concentrer le tir. Et donc à 3h du matin, hein, Paul Lallemand voit du monde, hein, voit des Allemands qui bougent à proximité. Et il transmet l'ordre au PC, hein, de dire voilà, il y a du mouvement, est-ce que j'ai l'autorisation de tirer? Donc en fait, il transmet l'autorisation de tirer à un ami à lui, hein, Ernest Lirzin, dit Nénès, hein, surnommé Nénès à cette époque. Vous avez ici un portrait d'Ernest Lirzin en 1936, hein, au service militaire. Il arbore donc le symbole Maginot, hein, l'ancien insigne du 146e et puis les pattes de colle 146e régiment d'infanterie de forteresse. Hein. Et donc Ernest Lirzin est dans le poste de tir et c'est lui qui manœuvre la première fois la tourelle et tire sur ces Allemands. Donc c'est considéré pour l'instant, hein, pour l'instant à l'échéance des recherches, pour l'instant c'est le premier homme de Tétain à avoir tiré sur les Allemands. A l'inverse, cette tourelle, selon les témoignages également de Paul Lallemand, a été actionnée jusqu'à minuit 34. Donc l'armistice le 25 juin devait être tombé à minuit 35. Eugène Carme, le sous-lieutenant Eugène Carme, est originaire et natif du village de Tétain. Et selon le témoignage de Paul Lallemand, il fait tirer la tourelle jusqu'à minuit 34, hein, et les larmes à l'œil dit qu'il ne voulait pas laisser de cadeau aux Allemands qui détruisaient son village. Voilà. Donc il était à même pas 1,5 km de son village, tiré sur son village, tiré sur son clocher, ce qui pendant les combats lui fendait le cœur, hein, puisque c'est son village natal, et il ne voulait pas laisser de cadeau aux Allemands. Voilà, ce sont ses mots quand il a félicité ses hommes pour le travail accompli durant ces combats.
En fait, ils faisaient leur service militaire ici déjà sur la ligne Maginot. Alors, une partie des hommes faisaient leur... exactement. Donc en fait, ça dépend de l'âge de l'époque. Donc, Oui. la classe 36-37 était encore en service militaire. Il y avait 2 ans de service à l'époque, puis ça chauffait en Tchécoslovaquie, en Autriche puis en Tchécoslovaquie. Donc on leur a demandé de prolonger leur service militaire. La classe 36-37 devait terminer le service militaire le 1er mars 1939. J'ai trouvé un fascicule où le 1er mars 1939, un fascicule humoristique, c'est l'agence sur la ligne, l'agence de la ligne, et on vous dit pendant les manœuvres, un accident effroyable est venu, le père 100 est mort pendant les combats, seront présents à la cérémonie, donc tous les gens, il y a une vingtaine de personnes, vingtaine de soldats qui devaient être libérés le 1er mars 1939. Et là on leur a dit, écoutez, voilà, il y avait des manœuvres qui étaient prévues, on a rappelé un peu de monde, et puis ensuite à la déclaration de guerre, ceux qui étaient en service militaire ont occupé les ouvrages. De toute façon, ils étaient dans le camp de Tétain ou casernement léger, donc ils étaient juste à proximité. Ensuite, on a appelé les frontaliers, donc les réservistes, puis les frontaliers. Donc les frontaliers, c'est qui? C'est les bonhommes du village qui habitaient juste à côté, quoi. Vous avez déjà fait votre service militaire il y a 5-6 ans, vous êtes juste à côté, vous venez et puis vous êtes affecté au PO de Tétain, de l'Audrefang, de l'Aïdine. Donc les frontaliers. Alors, je finis juste avec la cloche. Si vous allez voir la cloche, vous voyez un impact. Donc c'est le soldat Gustave Magras qui était en service à la cloche. Quand un obus, visiblement du 88 mm, a frappé de plein fouet cette cloche. Et c'est cet épisode où il descend directement de la cloche, sonné, sourdingue comme il dit. Et où il lance des mots vulgaires pour dire. Mais la cloche a reçu un impact, je vous invite à aller la voir, ou alors à s'abriter petit à petit sous les arbres qui se trouvent juste derrière. On va retourner vers le bloc 3, on va se mettre sous les arbres également. Je vous montre les photos du 25 juin devant le bloc 3, et puis ensuite on ira vers le bloc 1 ou vers le village si vous voulez voir la ville. Ouais. Là il pleut fort. C'est une petite alerte. Il était dedans, il visait dedans. Il a bien